Bonjour à tous à cette nouvelle édition consacrée au 24 février, une date hautement symbolique dans l'histoire économique et sociale de l'Algérie. Pour en parler, il nous reçoit aujourd'hui dans son bureau M. Amal Takdjout, secrétaire général de l'UGTA, Union générale des travailleurs algériens, pour revenir sur la portée de cette journée, sur les acquis réalisés, mais aussi sur les défis auxquels fait face aujourd'hui le monde du travail. Monsieur Takdjout, on vous remercie d'avoir accepté notre entretien et nous recevoir dans votre bureau. C'est à moi de vous remercier aussi d'avoir pensé à nous et pensé à l'UGTA pour ce 24 février. Très bien. Monsieur Takdjout, le 24 février, c'est une date, comme je l'ai dit, une date phare dans l'histoire de l'Algérie. Quelle est la signification, quelle signification revêt cette date pour les travailleurs algériens aujourd'hui? Cette date, premièrement, il faut la requalifier. C'est un double anniversaire. C'est l'UGTA a été créé en 56 en pleine guerre de révolution. C'est une étape, mais il y a une deuxième étape, c'est celle de la nationalisation des hydrocarbures. Oui, ça reflète de grandes décisions, des décisions politiques post-indépendance et des décisions aussi importantes dans l'engagement du processus de révolution de 56. Ça veut dire que 56, il manquait au puzzle la mobilisation des travailleurs, l'engagement des travailleurs et la portée des travailleurs à la révolution algérienne. Et c'est de là que l'idée est venue de créer une organisation syndicale pour le but de la mobilisation et de l'accompagnement financier de la révolution. Et de là, il y a eu aussi l'engagement révolutionnaire de certains militants syndicalistes. Ça veut dire qu'ils ont non seulement été là pour la mobilisation, mais ils étaient là pour l'accompagnement financier, mais beaucoup d'entre eux se sont engagés dans la lutte armée pour un but, pour un objectif, celui de l'indépendance. Du GTA aussi, c'est l'indépendance, c'est tout l'accompagnement du processus de développement du pays à partir des années 65, ça veut dire juste après les événements de 65, le GTA s'est engagé à accompagner le développement et Dieu sait que il était dans des parties, que ce soit de l'agriculture à l'industrie, de l'industrie à l'administration et à tous les mouvements de l'époque. Et elle s'est retrouvée aussi dans un tournant, celui des années 90 pour la sauvegarde de la République. Parce que la République est venue à partir de la Révolution, c'est un choix. Le Congrès de la Somme a choisi la République démocratique et sociale de l'Algérie, donc c'est un choix de la Révolution et c'est un choix aussi de l'indépendance. Et nous avions eu à cette époque, avec des grands dirigeants, avec lesquels Abdelrahman Hamouda a eu cette audace de prendre le relais de la mobilisation de la société pour la sauvegarde de la République. C'est important, c'est des étapes importantes de l'organisation syndicale. Et l'UJTA n'a pas changé de trajectoire, elle reste une organisation d'études, d'analyses, de propositions et aussi de, de dialogue social pour aboutir à une évolution économique, à une évolution sociale. Parce que quand on parle d'économie, c'est faut la relier au social. Parce que C'est relatif, ouais. c'est l'économie qui fait la force du social en réalité. Donc voilà, l'UJTA, c'est un parcours, c'est un capital historique de la révolution à l'indépendance, de la République, le sens de la République, la dimension de la République, et tout ça, c'est ancré à l'UJTA. Et c'est une grande organisation qui a aussi
participer à la démocratisation syndicale. C'est le reflet. Si on a envie de parler de la démocratie, il faut se dire à l'UJTA, il y a eu une alternance assez rapide des dirigeants à la tête de cette organisation depuis 56. Ça veut dire que ce n'est pas rien. Donc c'est tout un parcours, comme vous l'avez dit, l'UGTA est passé par plusieurs étapes. Heu, Si on fait un petit bilan après 55 ans, c'est-à-dire que comment évaluez-vous, les acquis réalisés, par les Si, vous savez que c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est ça la vie économique et sociale d'un pays. Jamais un pays s'est satisfait de dire que j'ai réglé tous les problèmes de la société. Il y a souvent, il y a un côté jardin, on se satisfait, on est content, et des fois c'est côté court, et voilà, et ça, si c'est combattre ça, fait une vie. D'ailleurs, c'est simple, si on règle tous les problèmes, donc on n'a pas besoin d'organisation syndicale. Si on règle tous les problèmes, il n'y a pas d'association à caractère social, on n'a pas besoin de tel ou tel. Non, je pense que la vie, elle est assez très difficile. Nous vivons aujourd'hui des situations géopolitiques autres qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde est un village. Les décisions qui sont mal prises au bout du continent se répercutent malheureusement sur le reste du monde. Donc, il y a des situations, et ces situations, c'est l'adaptation de l'être humain. Ça veut dire à chaque fois que l'humain assume des responsabilités, et il est dans l'obligation de s'adapter à des situations et de voir quel est l'intérêt, comment sauvegarder l'intérêt de sa population, des travailleurs, etc. C'est ça le monde. Le monde ne peut pas, on ne peut pas répondre à tous les problèmes et on ne peut pas les régler d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'on règle une partie, il y a une partie qui surgit, qui émerge et qui vous rappelle la triste réalité qu'il faut encore travailler, qu'il faut encore réfléchir, etc. Donc, moi, je pense que ce côté-là, il y a une chose qui peut être de mise dans cette situation, c'est cette capacité, cette culture du dialogue. Ça veut dire qu'il faut que les gens se concertent et discutent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut discuter pour trouver des solutions, aider les gens à apaiser les tensions. C'est par le dialogue social. Parce que le dialogue social, le dialogue politique, le dialogue économique, le dialogue est une nécessité aujourd'hui dans le monde actuel. Ça veut dire qu'il faut il a tenir compte. toujours été, votre cheval de bataille, le dialogue social. Est-ce qu'on peut s'attendre, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se fait actuellement avec vos partenaires, sociaux? Écoutez, Est-ce qu'on peut s'attendre à des je rencontres peux, tripartites pour régler les problèmes des travailleurs? je peux vous Est-ce qu'il dire, y a des choses, qui sont en perspective? j'en fais une affaire. C'est une conviction chez moi que c'est par le dialogue qu'on peut régler les problèmes. Du moins, qu'on peut cerner aussi les problèmes. Peut-être qu'il est très difficile de les régler. Mais dialoguer, cerner les problèmes, c'est possible. Maintenant, il faut avoir cette capacité de prioriser les actions qu'il faut mener. Mais le dialogue, pour moi, c'est une culture. Et moi, je suis demandeur et je demande est-ce que le dialogue soit une culture dans mon pays. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas se satisfaire par la réflexion d'un groupe ou d'un individu. Il ne peut pas y avoir de solution chez un groupe ou chez l'individu. Attendre la réponse d'une seule personne ou de la personne unique, c'est une hérésie et ça ne tient pas la route. Oui, mais concrètement, est-ce qu'il y a des actions qui vont être menées? Oui, les actions, il faut demander premièrement. Est-ce que vous avez fait cette demande? Est-ce Oui, que vous avez appelé les pouvoirs publics, elle se fait tous les jours. J'ai jamais lésiné dans la demande. J'ai appelé au dialogue le 1er mai quand le président était avec l'ensemble des institutions dans cette maison. J'ai appelé au dialogue à des ministres à chaque fois que je les rencontre, qu'on discute. Ce qui est
impensable aussi, c'est de dire que c'est comme si les conditions de travail ne semblent pas être de mise ni une question des travailleurs ni du gouvernement. Écoutez, c'est pas normal que les conditions de travail ne soient pas un sujet de discussion et de concertation pour dire est-ce que nous avons donné tous les moyens, est-ce que nous avons mis les meilleures conditions aux travailleurs pour qu'ils puissent travailler et avancer. Alors, on pourra peut-être soulever un problème qui n'a jamais été soulevé dans notre pays, celui de la valeur du travail. Est-ce qu'on peut dire un jour, cessons de parler de la valeur monétaire, cessons de parler de telle ou telle économie, comment faire, etc., et parlons de la valeur du travail. Et la valeur du travail, c'est quoi au juste? Premièrement, pour le monde du travail, c'est une question et une remise en cause en soi. Est-ce qu'on peut se poser la question, que chaque travailleur doit se poser la question de dire est-ce que j'ai fait mon devoir et j'ai fait mon travail normalement? Est-ce que je n'ai pas triché aujourd'hui ma journée? Et deuxième valeur travail, il faut que nos dirigeants politiques et les employeurs d'une manière générale considèrent que le travail, que la valeur du travail, c'est aussi le capital travail. Ça veut dire qu'il est inconcevable aujourd'hui que le sujet tourne autour du capital financier, comment investir, comment ramener des sous, comment ramener de l'argent, et on n'a jamais pensé qu'il y a un partenaire en face, qu'il y a un capital humain en face, qui lui, sans lui, rien ne fonctionnera. Sans le capital humain, le capital financier, c'est du pipeau. Ça ne fonctionnera pas sans. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui nécessaire de reprendre le dialogue social et de dire ce n'est pas une contrainte, mais c'est une nécessité? Est-ce qu'on est dans une situation de précarité de travail? Non, on n'est pas. On est à l'identique avec beaucoup de pays. Sauf que la seule différence qu'il y a, eux, ils ont cette vertu d'engager la discussion et le dialogue. Et nous sommes un petit peu en décalage. On se dit rien ne se fait par le dialogue, il se fait par des décisions et par les décrets. Non. Mais est-ce qu'il y a des dossiers, par exemple, qui sont en suspens, que vous allez en parler? Là, en rentrant, par exemple, j'ai constaté qu'il y a des gens, des contestataires qui vous attendent. Est-ce qu'il y a des dossiers qui sont en suspens? Oui, il y a des dossiers, des contestataires, il y en a tous les jours, mais ce genre de contestation, c'est malheureux de le dire, j'aurais aimé ne pas les avoir. Parce que c'est des travailleurs qui ont eu gain de cause auprès du tribunal algérien pour réintégrer leur travail et l'administration refuse de les reprendre. Moi, je n'arrive pas à comprendre la République. Là, ça me gêne de parler de la République. Parce que dans une République, on ne discute pas les décisions de la justice. La justice est une institution de la République. Et c'est la colonne vertébrale de la République. On peut ne pas être d'accord avec les lois, on peut ne pas être d'accord avec les décisions. Mais ce n'est pas une raison de ne pas respecter les décisions qui émanent de cette institution. Voilà un petit peu le problème que nous avons. Ça veut dire, est-ce que nous avons le même souci? Est-ce que nous réfléchissons de la même façon? Je ne sais pas. Parce que quand on est ministre de la République, on doit veiller à ce que les lois de la République s'appliquent. Parce que ça, c'est le souci premier d'un ministre de la République. Quand on est dans une entreprise et on est dirigeant d'entreprise, on doit veiller à ce que les décisions de la justice soient appliquées. Et ce qui est dommageable et dramatique, ça veut dire qu'on fait dans la sélection, c'est de 2 poids et 2 mesures. On décide quand il s'agit d'une sanction, quand la justice ne rend pas une décision de justice au profit des travailleurs, là, c'est appliqué et applicable vite et immédiatement. Il y a même des travailleurs qu'on a mis en prison. On n'a pas cherché, on n'a pas lésiné, on n'a pas essayé. C'est le rôle de l'UTA, justement, de les défendre, hein. Oui, l'UJTA a mis on a mis des avocats à leur disposition. L'UJTA aussi, c'est une organisation républicaine. Donc, on agit en république. On agit en républicain. Et on a mis des avocats. Pourquoi? Parce qu'ils sont en justice. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça veut dire que c'est au-delà de l'acte de mettre à disposition un avocat de l'organisation pour les défendre,
il n'y a pas autre chose. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est cette façon de régler les problèmes qui me chagrine un petit peu, de dire que quand le travailleur a gain de cause, on le laisse de côté, on n'essaye pas de le reprendre, on n'applique pas sa décision, et quand ce même travailleur qui a une décision à son encontre et qui a perdu son procès, alors là, on ne lésine pas. C'est immédiatement, à la minute même qu'on reçoit le papier, il est licencié, il est mis en prison, il est... Ça ne favorise pas la confiance entre le citoyen, parce que la République, elle est basée sur la confiance. La République, c'est les institutions et le peuple. La République, c'est les passerelles de confiance entre le gouverné et le gouvernant. Monsieur Takdout, il y a d'autres dossiers, d'autres attentes des travailleurs. Il y a la retraite anticipée, il y a eu aussi le dossier des contractuels. C'est-à-dire, est-ce que vous allez débattre de tout ça Moi, on peut débattre et on peut poser la question. Il faut qu'on ouvre une concertation ensemble entre patronat, syndicats et gouvernement sur la question et les raisons et les motivations des travailleurs qui veulent quitter le travail à 50 ans. Il y a des gens qui ont fait 32 ans de service, mais ils n'ont Mais pas l'âge déjà de... ce n'est pas une raison. Il ne faut pas prendre les choses, il n'y a pas des mesures exceptionnelles. Je vous dirai un mot sur ça, mais ce n'est pas une raison. Premièrement, il faut la raison de voir qu'on s'acharne à quitter le travail à 50 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Il n'y a que chez nous où les gens refusent de travailler. Il n'y a que chez nous où le travail est devenu une contrainte, une peine. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas, il faut engager une réflexion sociologique. Pourquoi la société ne veut pas travailler? Moi, j'ai jamais compris, est-ce que le travail n'est pas suffisant, alors les gens veulent aller en retraite et travailler, faire un deuxième travail pour subvenir à leurs besoins? Est-ce que c'est le travailleur est devenu dans un espace contraignant, il y a trop de pression, il y a trop d'harcèlement, il y a trop de mal, qu'on le fait détester, il déteste le travail. Parce qu'il n'y a pas, j'ai été un peu partout, je reviens de la Jordanie, j'ai vu des pays, il n'y a pas de discussion sur la question, il n'y a qu'en Algérie qu'on n'aime pas le travail. Pourquoi? Parce que quelque part, on n'a pas traité les véritables problèmes. C'est devenu une contrainte. C'est comme si quelqu'un va en prison, il relève, il sort le soir et le lendemain, c'est la contrainte. La plus grande contrainte, c'est encore la prison qui l'attend, etc. Ce n'est plus un travail. Alors là, la question, il faut la poser. Parce que moi, je n'ai pas compris. Hein. La sociologie algérienne, il y a deux. Il y a ceux qui arrivent à 80 ans, ils ne veulent pas sortir. Il y a ceux qui arrivent à 50 ans et qui ne veulent pas travailler. Il n'y a que la sociologie algérienne qui est devenue un problème. Alors, ramener tous les sociologues algériens à traiter ce phénomène. Pourquoi? Ceux qui doivent sortir ne veulent pas, et ceux qui doivent travailler encore, tirer 10, 15, 20 ans, refusent, ils veulent partir. C'est pas vrai, parce qu'on pose pas... Si j'ai bien compris, M. Takdout, le dossier n'est pas à l'ordre du jour. N'est pas, pour moi, il peut être à l'ordre du jour. Écoutez, 32 ans, s'il a envie de parler. Mais moi, j'ai une demande, c'est le C'est DVTM. pas une demande. Écoutez, je suis désolé, c'est pas une demande. Est-ce que dans votre milieu professionnel, vous n'avez pas vu des personnes à 70 et 80 chercher à continuer à travailler? Est-ce que vous n'avez pas vu dans votre milieu professionnel, à 49 ans, il commence à chercher, c'est à 50 ans, il peut prétendre à la retraite parce qu'il en a 32. C'est-à-dire qu'on est quelque part. Il y a ceux qui sont abîmés par le travail ils veulent partir, et d'un autre côté, il y a ceux qui tirent profit du travail, ils ne veulent pas sortir. C'est-à-dire qu'on ne pose pas les véritables problèmes. Et moi, je suis d'accord, à 32 ans, si on doit libérer peut-être des postes de travail, oui, c'est une discussion autre. Mais c'est cette sociologie qui est contraignante aujourd'hui et qu'on ne veut pas regarder de plus près. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Ça veut dire même que la surenchère politique, il faut les libérer, qu'il ne faut pas que non, il faut traiter les problèmes. C'est vrai. Moi, j'en ai vu des Avoir une étude. études sociologiques, parce que
Moi, je suis syndicaliste, je reçois des personnes, écoutez, même des cadres supérieurs, hein, abîmés par la pression et le harcèlement dans leur travail. Ils passent leur temps en congé médical psychiatrique. J'en ai vu. Quand cette personne me dit j'ai envie de partir, je la comprends. Mais il faut pas tricher, il faut pas dire que c'est que non. Moi, je pense que le travail aujourd'hui est devenu un problème qu'il faut analyser de plus près. Quelle est votre position, Monsieur Tadjoud, par rapport aux dernières augmentations salariales décidées par le président de la République, des retraites? Écoutez, Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça satisfait le monde du travail aujourd'hui? oui, elle peut en satisfaire en partie et elle peut ne pas en satisfaire. Regardez, quand on augmente la fonction publique, il y a le secteur économique. Et à l'intérieur du secteur économique, ce n'est pas tout le secteur économique. Il y a des secteurs économiques qui sont en avance en matière salariale, en matière de rémunération. Il y a d'autres qui peinent, qui ont des difficultés économiques et financières. Donc, des entreprises qui bouclent les fins de mois difficilement, n'arrivent pas à suivre un petit peu et à améliorer ce côté. Il y a le côté du secteur privé qu'on n'arrive pas à cerner en matière de statistiques et de fiabilité. Parce que là où il y a des syndicats, on a l'information. Là où il n'y a pas de syndicats, on ne peut pas avoir d'information pour dire quelles sont les personnes qui ont des salaires et un niveau salarial correct, etc. Donc, il y a des problèmes. Je pense que c'est aussi ça relève des lois de la République, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi il y a des privés qui organisent le monde du travail et d'autres qui refusent que leurs travailleurs soient organisés et structurés dans des syndicats. Je ne comprends pas. Cette frilosité, cette hantise, je ne la comprends pas. J'essaye. Preuve en est, je peux prendre un petit exemple. Dernièrement, avec la grève des transporteurs, c'était contraignant parce qu'on n'avait pas avec qui discuter. Ces gens-là sont inscrits nulle part. Ils n'ont pas d'identité économique. Ils n'ont pas d'identité sociale. Et on était obligé d'engager la négociation par Facebook. C'est dramatique. Il n'y a que chez nous des activités de ce type. Oui, cela pose la question de la représentativité maintenant de l'UGTA au sein des entreprises UGTA, mais privées. Parce que le monde du travail, il est en mutation permanente. Comme aujourd'hui, Madame, moi je ne pense pas, je ne suis pas censé représenter tout le monde du travail. Aujourd'hui, il y a des lois qui donnent la pluralité syndicale. Moi, je n'exige pas que ces gens-là soient chez moi. Mais moi, je demande est-ce que ces gens-là soient organisés et structurés. il y a la nouvelle loi sur le syndicat. Exact. Et c'est une loi plurielle. Pourquoi on endosse la responsabilité à l'UJTA? L'UJTA, c'est un syndicat parmi les autres. On lui a mis un peu la pluralité syndicale. Et moi, je ne suis pas tenu. Est-ce que je suis tenu, moi, de prendre en charge un problème de travailleur algérien qui n'est pas affilié chez moi? Et je le fais malgré tout ça. Je le fais parce que j'ai des travailleurs qui viennent et qui n'ont jamais pris une carte chez moi. Ils viennent pour dire, écoutez, aidez-moi à trouver du travail pour mon fils, aidez-moi à trouver du travail pour ma fille. Et il n'a jamais acheté. Mais le JTA ne ferme pas les portes. Mais le JTA appelle à l'organisation de ces secteurs d'activité et de ces corporations. Vous voyez que la contrainte qu'on a eue avec les transporteurs, que les transporteurs ne sont pas inscrits à la Chambre du commerce, que les transporteurs ne sont pas inscrits dans une association, une organisation patronale, c'est pas responsable, c'est pas raisonnable. Vous savez que les syndicats, le premier syndicat qui a été connu et qui s'est imposé, c'est le syndicat des transporteurs aux États-Unis dans les années 50. Il n'y a que chez nous où le transport n'est pas organisé. Or qu'aux États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale,
le premier syndicat, c'est le transport, la Vous FNCF. avez une part de responsabilité. Nous avons tous une part de responsabilité. Le syndicat, Nous avons tous une part de responsabilité, mais il faut que, voilà, on revient au dialogue. Quels sont les sujets phares, clés qu'il faut discuter aujourd'hui autour d'une table? Il faut discuter de l'organisation du monde du travail. Quelles sont les corporations qui nécessitent une structuration, une organisation? Quelles sont, etc. C'est là où il faut engager de la réflexion. La réflexion ne se fait pas uniquement l'offre et la demande. Ça veut dire, est-ce que vous avez dans les caisses de l'argent? Et qu'est-ce que vous pouvez nous distribuer? Non. vous avez un autre rôle, le syndicat a un autre rôle, c'est de suivre ou d'accompagner la mutation économique nationale. Il y a des projets structurants qui ont été lancés en Algérie à l'image de Raj Bilal. Comment l'UGTA maintenant, elle se positionne par rapport à ces projets d'envergure en termes de formation, même pour la création d'emplois? Écoutez, nous, on positive un petit peu la chose. C'est des décisions qui sont importantes, c'est valorisant pour le pays et en même temps, ça nous permet d'avoir des postes de travail demain et après-demain. Ça, c'est un objectif national. Et je dirais encore, c'est pas faux, c'est juste. Raj Villette, à travers le rail et à travers les minerais, je pense que la Deuxième Guerre mondiale a montré que beaucoup de pays se sont développés à travers les routes, le rail et les minerais. Donc, l'Algérie est sur la bonne voie. C'est, vous savez, aux États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, la question a été posée au président américain de dire qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en crise, on sort d'une guerre et la crise, elle est là. Ben, la réponse du président, c'était allez-y, construisez des routes, construisez les rails. Ça va créer de l'emploi, ça va Exactement. Donc, on générer est d'accès. dans le faux. On a pris du retard, mais on est dans le vrai. Et moi, ça me réjouit en tant que syndicaliste, ça me réjouit en tant que citoyen, parce que même demain après-demain, c'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, c'est C'est l'avenir, l'avenir génération future. des futurs qui se jouent ici et là. Donc, il faut accompagner, il faut aider, il faut valoriser un petit peu, il faut vulgariser toutes ces actions et ce travail qui a été fait, parce qu'on n'a pas le droit de le mettre de côté ni de faire de l'impasse sur tout ça, parce que c'est pas normal et ce n'est pas juste. Monsieur Tagdjout, on arrive à la fin de cet entretien. On vous laisse le soin de dire le dernier mot. Oui, un message, moi je pense que les travailleurs sont en droit de poser tous les problèmes, mais il faut ils posent ces problèmes dans un cadre organisé et structuré. Même si certains dirigeants refusent de nous suivre dans le dialogue, mais il faut persévérer et il faut continuer à demander le dialogue. Parce que c'est la seule solution et c'est le seul moyen. Le GTA ne peut être grandi ni forte si elle n'arrive pas à instaurer le dialogue à l'intérieur et si elle n'arrive pas aussi à produire des arguments, à produire des idées. Parce qu'une organisation qui ne produit pas, c'est une organisation morte. Donc, nous sommes dans l'obligation aujourd'hui de travailler, de réfléchir, de produire des idées parce que c'est la source de notre force. Et de s'adapter aux mutations. Bien évidemment, s'adapter aux mutations. Écoutez, il n'y a que 2 syndicats au monde qui se sont adaptés. Donc même si, le mode de fonctionnement a changé, mais les organisations se sont adaptées, à ces mutations. Donc, ça va de soi. Vous êtes dans cette dynamique de restructuration et de Oui, modernisation. moi je suis dans cette dynamique de restructuration. Je demande aussi, est-ce que les syndicalistes et les responsables syndicaux respectent la loi? Parce qu'on ne peut pas demander aux dirigeants de respecter la loi, sinon on ne le fait pas. Et là, on pêche aussi dans cette question de loi, etc., où il y a de la triche. Les syndicalistes trichent. Il y a ceux qui doivent partir, ils ne partent pas. Il y a ceux qui ont fait 2 mandats, ils veulent faire un 3e.
Donc on s'est dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui à 70 et 80 qui cherchent pas à partir. Alors il y a de la triche. Moi, je demande aux syndicalistes de ne pas tricher parce que nous aurons la force au moins de dénoncer la triche ailleurs. Parce que si on triche, si on Vous dénonce avez la fini avec le processus de restructuration? oui, nous sommes en phase de terminer la restructuration de l'ensemble des structures, enfin à l'horizontale comme à la verticale, les fédérations presque on est en voie de finalisation. Par contre, les unions de wilayat, il en reste quelques-unes. On va essayer de les faire juste après Ramadan. Mais encore une fois, on fait de la pédagogie pour expliquer à certains que c'est le moment est venu de céder la place aux jeunes et aux femmes aussi. C'est le mot de fin, monsieur Takdiout. On vous remercie et à d'autres rendez-vous. Merci.